Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La sécurité est un ensemble de mesures de sûreté propres à anticiper et à se prémunir contre les risques et les dangers. Dans la perspective du sociologue Ulrich Beck, les innovations scientifiques et techniques de la société contemporaine produisent autant de richesses que de risques. D'ailleurs, c'est dans un contexte d'explosion industrielle et urbaine, avec de forts mouvements migratoires, qu'en 1892 s'ouvre dans une école privée de Chicago un département de sociologie qui fera de la délinquance un sujet de prédilection. L'afflux de migrants dans des zones urbaines cumulant toutes les caractéristiques de la précarité, à savoir logement insalubre, manque d'infrastructures scolaires et hospitalières, fragilité familiale, mauvaise influence des sociabilités, va exacerber les pratiques délinquantes, surtout au niveau de la jeunesse. Par ailleurs, au moment où ces populations quittaient ces quartiers pour d'autres plus aisés, leurs pratiques délinquantes s'estompaient. Outre que l'habitat a des effets criminogènes, les migrations ne vont pas sans entraîner des cassures identitaires. Le migrant dont l'identité culturelle en tant que capacité ou marge de manœuvre a été construite ailleurs, se trouve dans un espace migratoire où les cadres référentiels, sociaux comme économiques, n'ont rien à voir avec les siens. Les interactions avec l'autre qui n'est pas l'alter ego ni situationnel ni culturel, poussent donc le migrant à se remettre en question. Cette violence symbolique est percutante dans la mesure où la crise exogène créée par l'espace migratoire provoque une crise endogène d'identité qui va déboucher sur une identité aliénée. Ce constat est analogue à celui du sociologue Erving Goffman qui distinguait déjà l'identité sociale virtuelle, qui est une identité assignée, la plupart du temps dévalorisante, à l'identité sociale réelle. Cependant, les jeunes issus de l'immigration, nés soit en pays d'installation, soit y ayant été socialisés depuis leur jeune âge, expriment un besoin de transcender leurs origines sociales. Ils se démarquent ainsi de leurs parents en s'identifiant à la société de leur pays de naissance ou de socialisation. L'école de la République participe à la construction de cette identité nouvelle. Mais étant donné que l'ascenseur social est en panne, la délinquance se constitue pour certains, quand bien même minoritaire, en stratégie identitaire. L'ordonnance du 2 février 1945 réserve un traitement particulier à la délinquance des mineurs en distinguant les jeunes des adultes à partir du degré de discernement. La délinquance des mineurs est sociologiquement définie à partir de deux éléments essentiels. L'auteur de l'acte doit être mineur et avoir été juridiquement condamné. En ce sens, elle est à différencier de la délinquance tout court dont la définition est l'ensemble des pratiques sanctionnées par le Code pénal, crimes et délits, ce que mesurent généralement les statistiques judiciaires et policières, et de la délinquance des bandes de jeunes, autrement dit, la délinquance des jeunes de classe populaire. En conséquence de quoi, nous avons mené notre étude à partir d'une cohorte de 96 mineurs délinquants âgés de 12 à 17 ans, détenus dans les Bouches-du-Rhône au 31 décembre 2014. L'âge moyen de la première prise en charge judiciaire de ces mineurs est de 16 ans. Notre cohorte ne compte qu'une fille. Cette première constatation met en lumière un fait communément admis. Les jeunes de sexe masculin seraient les plus enclins à la délinquance. Cependant, les raisons de cette sous-représentation ne sont pas aussi évidentes que la doxa se plaît à croire. Certes, les magistrats sont habituellement plus tolérants envers les filles-femmes, mais il nous apparaît aussi que les pratiques genrées telles qu'elles sont réparties dans la société font que les femmes sont sous-représentées dans la délinquance juvénile. Au niveau national, les filles incarcérées ne représentent qu'environ 4% des mineurs en détention. Nous devons aussi reconnaître que le monde contemporain connaît une évolution de plus en plus rapide. Cette accélération entraîne des mutations sociales, familiales, territoriales et économiques qui prennent des proportions si vertigineuses que l'individu a du mal à se réadapter. Pourtant, cette nature de la modernité n'est pas prise en compte dans de nombreux travaux en sciences humaines et sociales. Ce constat n'a rien d'inédit. Il a déjà été fait par les sociologues Marshall McLuhan et Hartmut Rosa, chacun à son époque. Pour le premier, les innovations technologiques ont des effets d'accélérateur ou d'amplificateur des systèmes sociaux et culturels. Le second inscrit cette accélération dans une modernité tardive, et la décline sous trois formes différentes. En résumé,
Les innovations technologiques de plus en plus accélérées modifient foncièrement et rapidement les éléments idéationnels des organisations sociales, à l'instar des valeurs, des systèmes cognitifs et des réseaux de parenté. Ainsi, la modernité tardive est consubstantielle à un déclin des institutions chargées de la socialisation des individus, notamment des plus jeunes. Ces institutions regroupent celles qui exercent une fonction de contrôle, donc un travail sur autrui, à savoir l'ensemble des activités professionnelles participant à la socialisation des individus, c'est-à-dire l'école, l'hôpital et le travail social. En somme, ces institutions se trouvent aujourd'hui démunies devant la montée grandissante de l'individualisme, d'où cette observation du sociologue François Dubay: la croyance dans la continuité entre la socialisation et la subjectivité ne va plus de soi. Cependant, derrière le déclin des institutions susmentionnées se découvre en filigrane le déclin de la famille. À cet égard, il convient de souligner que la famille est le lieu de socialisation par excellence de l'enfant d'après le psychanalyste Frantz Fanon, pour qui la famille est une institution qu'annonce une institution plus vaste, le groupe social ou national. Pour les besoins de notre étude consacrée à la délinquance des mineurs et aux conditions anomiques qui la provoquent, nous allons nous limiter aux deux dernières formes d'accélération, plus précisément celles qui ont trait aux mutations socio-familiales et territoriales. La délinquance des mineurs est une des nombreuses conséquences des déstructurations de la famille traditionnelle, ce qui entraîne entre autres un contrôle ou une éducation difficile des enfants. De plus, il est à noter que le rapport à l'acte et donc sa justification varie selon l'origine sociale du délinquant juvénile. Un mineur d'une famille favorisée a tendance, par des arguments que certains qualifieraient de logiques si ce n'est de rationnels, à justifier son acte délinquant par la bévue, gaffe. Ce mécanisme de défense qu'utilise le mineur tant pour regagner la confiance des parents que pour ne pas perdre la face devant l'étranger, policiers, travailleurs sociaux, juges des enfants, etc., est ce que la psychanalyste Anna Freud a appelé l'intellectualisation. Ainsi entendra-t-on une mineure attribuer sa tentative d'homicide sur son père à la catharsis, en s'appuyant sur la violence conjugale qu'elle aurait subie depuis longtemps de la part de son copain alors en prison, ou un mineur dire avoir commis un délit sous la menace d'un calibre sur la tempe, et considérer que l'arme qui a été trouvée chez lui est une arme pour faire peur. Ou encore un autre mineur trouver que ce n'est pas bien sa tentative d'agression sexuelle, qu'il n'avait pas le droit, mais il avait une envie de sexe irréversible, une pulsion. Ou enfin un mineur attacher ses vols à une éducation à la dure d'une mère instructive et rentre dedans. D'autres particularités distinguent les actes délinquants commis par les mineurs de familles favorisées de ceux des mineurs de familles défavorisées. Premièrement, la nature du délit ou crime. Les premiers agissent souvent en solo, et si c'est en groupe, le concerné se positionne en meneur. Deuxièmement, le rôle des parents dans le ménage, souvent effacé, le père est suppléé par la mère en matière d'autorité. Dans la perspective de la philosophe Hannah Arendt, l'autorité dans le cadre de l'éducation et de l'instruction des enfants a toujours été considérée comme allant de soi, nécessaire et naturelle pour l'enfant dépendant des parents. Néanmoins, Arendt évoque une crise récente de l'autorité, d'origine et de nature politique, et qui a gagné des sphères prépolitiques à l'instar de l'éducation et de l'instruction des enfants. Effectivement, l'individualisme, concept né de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 puisque ce document stipule que les êtres humains sont des individus, indépendamment de toute désignation collective. Par surcroît, le combat du docteur Louis-René Villermé, 1782 à 1863, pour la protection des enfants travailleurs, ont permis à l'enfant de devenir progressivement un être individuel et ayant plus d'autonomie et une grande liberté de choix. Dans la perspective d'Ulrich Beck, plus les familles se modernisent, plus les parents donnent de la valeur à leurs enfants en les traitant avec beaucoup d'indulgence. De l'autre côté, il y a les familles défavorisées dont les actes délinquants des mineurs sont inscrits dans la résignation et le fatalisme. Il est difficile pour ces derniers de mettre des mots sur leurs actes délinquants, leurs parents également. Ces mineurs et leurs parents, outre les manques d'ordre affectif, social et moral, sont en situation de manque en matière de revenus, d'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux soins de santé, aux loisirs. En somme, ils sont dans une situation de précarité.
Ce sont ces circonstances qui, quand elles se cumulent dans un milieu de vie, peuvent faire basculer les habitants dans la délinquance. Ces circonstances, en causant le désenchantement, provoquent donc un délitement des liens sociaux conventionnels. Les mineurs et leurs familles considèrent à la fois la situation de précarité comme une étiquette aliénante, un stigmate, et aussi une incapacité individuelle à s'intégrer durablement dans la société. En résumé, ils estiment que c'est de leur propre initiative s'ils se trouvent dans ces situations de précarité ou de leur faute s'ils sont des individus discrédités et discréditables. Selon notre enquête sur les mineurs délinquants écroués au 31 décembre 2014 dans les Bouches-du-Rhône, on note 64,58% de mineurs dont les parents sont issus de l'immigration et 28,13% de mineurs nés à l'étranger, dont 8,33% de mineurs isolés. Pour 61,46% des mineurs, leurs parents sont soit séparés soit divorcés, d'où un bon nombre de familles fratries plusieurs fois recomposées. 23,96% des mineurs ont été soit victimes soit témoins de violences intrafamiliales. 38,54% consomment d'une manière compulsive des substances psychoactives, en l'occurrence du cannabis. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.